de manière générale, quelles seraient les forces et les faiblesses de cette intelligence artificielle? Alors, les faiblesses, c'est que c'est pas fiable. D'accord. La force, c'est que ça va très très vite, beaucoup plus vite que l'humain. Donc la force, c'est que, par exemple, j'ai pris l'exemple de la médecine. Aujourd'hui, si vous avez un grain de beauté qui vous semble pas très joli, si vous avez le moyen de le prendre en photo et de l'envoyer au bon centre de données dans le monde, vous avez beaucoup plus une information quelque part de bien meilleure qualité que les meilleurs dermatos du monde. Donc d'un côté, elle n'est pas fiable, mais de l'autre, parfois, donc je dis bien parfois, elle est capable de prouesses juste extraordinaires. Donc la force et la faiblesse se rejoignent. Vous avez des systèmes informatiques qui sont épatants parce qu'ils vous donnent des informations extraordinaires qui sont parfois très très utiles, mais ça sonne tellement vrai que vous avez envie de leur faire confiance, mais quand c'est faux, c'est très grave parce que ça va vite, on ne vérifie pas, etc., etc. Donc force et faiblesse se rejoignent, mais encore une fois, comme on essaie de résoudre des problèmes que les humains pensaient être les seuls à résoudre, ça nous fait quelque part penser que c'est quelque chose de très puissant. On lui fait confiance. Il me dit tel restaurant est extraordinaire, je vais faire une confiance aveugle au système et peut me dire forcément ça va être bien, etc. Et quand on est déçu, on est vraiment très déçu parce qu'on se dit mais c'est quand même dingue que cet ordinateur, l'intelligence artificielle m'a recommandé quelque chose de faux. Et pourtant, c'est pas si étonnant que ça quand on connaît un peu les rouages sous-jacents à ces systèmes. Donc force et faiblesse, c'est puissant, pas toujours fiable, mais ça a l'air fiable. Mais pourquoi finalement c'est pas fiable? Parce que c'est trop tôt ou parce que la source n'est pas fiable? Qu'est-ce qui fait que? Alors pour vous donner une petite intuition pourquoi c'est pas fiable, ça va très très vite. Et la manière avec laquelle ça marche souvent, c'est, je simplifie un peu, ça utilise par exemple des moyennes. Vous imaginez, vous prenez un ensemble par exemple, des recommandations sur des restaurants. Je prends un exemple très simple. Vous mettez 3, quelqu'un met 2, l'autre met 4, etc. Et puis le système informatique, qu'on va appeler IA, va aller faire une moyenne de toutes les évaluations. D'accord ? Maintenant, supposez qu'il y ait une personne, donc une moyenne parmi 10 000. Supposez qu'il y ait une personne qui ait pu mettre, par exemple, la note 300 000 et que le système n'a pas prévu que quelqu'un allait tricher. Si vous faites une moyenne et puis certains ont mis 2, d'autres 3, l'autre 1, et puis quelqu'un a mis 300 000, vous allez bien voir que le score va être immense. Donc en fait, il suffit d'une personne qui introduise une mauvaise information à un moment donné pour que tout le résultat parte en vrille. Mais ça, c'est de la statistique simple où on enlève, justement, pour faire la moyenne, on enlève ce qu'on appelle les valeurs extrêmes. Voilà, mais parfois les valeurs extrêmes sont pas... J'ai pris l'exemple de 300 000 pour caricaturer, mais parfois les valeurs extrêmes sont pas vont pas si loin que ça, donc on n'arrive pas forcément à les voir. Donc ce qu'il faut faire pour rendre les choses fiables, c'est un peu ce que vous faites, mais de manière plus générale, c'est prendre des médianes, c'est prendre des filtres d'information. Ce que ne font pas malheureusement aujourd'hui beaucoup de systèmes informatiques. Parce que c'est pas complètement trivial de repérer les valeurs extrêmes. Parfois c'est pas extrême, c'est juste un 10 et les autres sont des 2 ou 3. Peut-être que c'est vrai, peut-être que quelqu'un a vraiment donné 10. Donc c'est cette idée-là qu'il faut arriver à matérialiser et à faire rentrer dans les systèmes informatiques, virer les extrêmes qui pourraient en fait parfois ne pas être des extrêmes mais des valeurs vraies, et puis se dire c'est pas très grave si on en enlève une, etc. Donc c'est tout cet exercice que les gens parfois appellent le bon sens. Nous on a acquis tellement d'expérience que parfois on se dit ça semble bizarre une température de moins 10 en été. L'ordinateur il n'a pas ce qu'on appelle aujourd'hui le bon sens, c'est-à-dire qu'il manque ces informations-là. Et ce qui le rend pas fiable par opposition à sa vitesse. Il va beaucoup plus vite que nous, sans avoir le fameux bon sens, donc effectivement, ça peut être dangereux. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'avancée ? Justement, vous avez dit, il est capable ou pas capable. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle est vraiment capable de faire aujourd'hui ? Parce qu'on entend de tout. On entend qu'il y a des... je ne sais pas si vous avez entendu des programmes informatiques qui sont devenus psychopathes parce qu'on leur met plein d'informations qui sont faussées. Donc du coup, ils font n'importe quoi. On a entendu des programmes qui peuvent se régénérer tout seuls et que l'intervention humaine est totalement écartée. Enfin, vraiment, on entend tout et son contraire. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça aujourd'hui, peut-être pour rassurer et remettre un peu les choses dans leur contexte ? De quoi est-ce que le numérique au sens large est capable ? Par exemple, faire un tableau qui ressemble comme deux gouttes à un tableau de Rembrandt, c'est possible. Ça a été fait et c'est étonnant. C'est-à-dire que c'est quelque part une menace pour les musées, pour la peinture. Finir une symphonie de Beethoven, pareil, c'est possible.
battre l'humain à tous les jeux possibles et imaginables, c'est possible. Ce qui n'était pas considéré comme possible il y a 10 ans. Par exemple, le jeu de Go, il y a tellement de possibilités, plus que le nombre d'atomes dans l'univers, on ne pensait pas qu'une machine allait pouvoir avoir l'intuition. Le jeu de poker, par exemple, où il faut mentir. Là, on pensait que la machine ne pourrait pas mentir et bluffer. Finalement, on a réussi à faire en sorte que la machine puisse bluffer. Donc tout ça, c'est du domaine du possible. Ce qui est difficile, c'est quelque part de garder la constance à travers les applications. Aujourd'hui, il y a un ordinateur qui peut battre l'humain au jeu de Go, au jeu d'échecs, etc., etc. Mais dès qu'on essaie de faire des choses plus générales, fiables, là, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. ChatGPT, encore une fois, en est un exemple. Mais on n'arrive pas à avoir des systèmes sur lesquels on peut vraiment sur lesquels on peut se reposer complètement. Sur le long terme, vous dites. Sur le long terme. Donc, il est capable de nous aider pour certaines décisions, l'ordinateur, mais pas de prendre la décision à notre place. C'est peut-être comme ça que je résumerai. Donc, c'est des systèmes d'aide à la décision, mais pour l'instant, je pense que l'intervention humaine reste cruciale dès que c'est important, dès qu'il s'agit de la santé humaine, ou de conduire une voiture, ou de conduire un avion, ou de piloter un avion, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup critiqué, et je pense que c'est vu comme une menace, justement, pour beaucoup de métiers. Comme vous avez dit, que ce soit la médecine ou que ce soit beaucoup d'autres métiers, d'ailleurs. J'ai vraiment l'impression, comme vous dites, c'est que ça va décharger tout cet aspect chronophage de certains métiers. On peut prendre l'exemple d'un avocat qui doit faire, pour un cas, qui doit faire énormément de recherches pour arriver à une conclusion et à une prise de décision. Et bien c'est vrai que toute l'intelligence artificielle va peut-être prendre tout cet aspect-là qui est chronophage pour remettre vraiment l'avocat au cœur même de son métier de base qui est du conseil. Et j'ai l'impression que ça va remettre beaucoup de métiers, leur métier de base qui est le conseil, quel que soit le domaine. Absolument, je pense que vous avez tout à fait raison. Maintenant, c'est aussi un danger parce que je n'ai pas envie de jeter la pierre sur un avocat ou sur une société de conseil, etc. Mais parfois, quand on est facturé à l'heure, oui. Eh bien, c'est pas quelque part, dans certains métiers, ils vont vous faire payer le temps qu'ils ont passé à aller chercher de l'information. Aujourd'hui, vous allez les menacer parce que vous allez leur dire non, j'ai pas besoin de vous payer pour aller chercher cette information-là, l'ordinateur va le faire pour moi. Donc il y a quand même une menace. Même si on dit ça va les remettre dans le cœur de leur métier, s'ils vous facturent à l'heure, c'est quelque part un problème. Il faut se réinventer. Enfin, je reprends toujours le même exemple, la Pascaline, qui est peut-être la première ordinateur intelligence artificielle qui faisait des additions. Blaise Pascal l'a inventé pour décharger son père qui faisait des calculs d'impôts pour le roi. Et quand il lui a inventé la Pascaline, il lui a rendu service. Mais si le roi s'était aperçu, enfin je ne sais pas ce que l'histoire en a dit, qu'en fait c'était une machine qui allait faire ça, peut-être qu'il aurait arrêté de payer le père de Blaise Pascal qui faisait des additions pour le roi. Donc la question c'est il faut se réinventer, mais il faut se réinventer vite pour pas, quelque part, être trop pénalisé. Vous prenez l'exemple du médecin. Est-ce qu'un radiologue aujourd'hui qui regarde une radio, peut-être moins bien qu'un ordinateur, comment est-ce qu'il va se réinventer ? Il faut qu'on arrive aussi à repositionner les gens par rapport à leurs études vers d'autres métiers un peu moins automatiques. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut le faire. On n'a pas le choix. Je ne sais pas si je partage totalement votre avis sur le fait de se réinventer. Parce que si on prend ça à l'extrême, dans le quotidien, je me marie, je ne sais pas quelle forme de contrat je dois faire, admettons. Donc du coup, je vais faire ma recherche avec l'intelligence artificielle. J'ai 3 options. Laquelle je choisis, je ne sais pas, parce qu'en fait, je ne suis pas avocate. Après, je suis malade. Et je vais utiliser l'intelligence artificielle pour définir tout ce qui ne va pas chez moi. Mais finalement, quel médicament prendre ou quelle solution adopter ? Une fois de plus, je ne sais pas parce que je ne suis pas médecin. Et en fait, si tous les aspects de la vie, si on enlevait tous les experts et qu'on utilisait l'intelligence artificielle, donc ça c'est bien évidemment un scénario extrême, mais c'est pour extrapoler l'image que j'ai, c'est que je ne sais pas s'il y a besoin de réinventer. Il faudrait peut-être réinventer les prix ou la stratégie de pricing, certes. Mais est-ce qu'il faut réinventer les métiers ? J'en suis pas sûre. Non, mais vous avez raison. C'est le métier de conseil, comme j'ai essayé de dire tout à l'heure, la décision, quelque part, reste toujours. Mais il faut bien voir que ces corps de métier survivent aujourd'hui parce qu'il y a une grosse partie qui est automatique, de la bureaucratie, etc. Si vous leur enlevez ça... Les métiers juniors qu'on va enlever. Peut-être les métiers juniors, mais c'est aussi... ça peut être dramatique parce que... Donc c'est là où il faut peut-être orienter plus, quelque part, donner plus d'importance à la partie conseil. Peut-être qu'aujourd'hui, quand les médecins passent...
peut-être une demi-heure à remplir de la paperasse et 5 minutes à discuter avec un patient. Il faut peut-être changer le ratio. Peut-être qu'il faut qu'on passe plus de temps dans le cabinet. Et puis peut-être que les médecins à ce moment-là passeront moins de temps. Je vais me faire plein d'ennemis à faire de la paperasse, etc. Donc quand je dis réinventer, c'est peut-être changer l'ordre des choses et être plus proche de la personne plutôt que de la paperasse qui semble être très très bien faite par les machines aujourd'hui et encore plus dans le futur. Je vous disais ça parce que l'autre jour, je suis tombée sur, dans les médias, je suis tombée sur apparemment un algorithme ou une application qui vous permet de prendre une photo, par exemple, de votre chambre et de refaire toute la décoration. Et du coup, il disait « Oh mon Dieu, c'est... » Il lançait un peu une alerte en disant « Oh mon Dieu, c'est la fin du métier des ingénieurs et puis des architectes d'intérieur, décorateurs, etc. » Et je me suis dit « Mais de toute façon, on va dire dans la moyenne de la population de manière générale, de toute façon, c'est des gens qui n'ont peut-être pas les moyens ou qui n'auraient pas forcément fait appel à ce genre de personnes. Puis c'est ces mêmes personnes-là qui vont utiliser cette application. Mais si j'ai un certain niveau, un certain standing et que j'achète une nouvelle maison, moi, cette application, elle ne me servirait pas à grand-chose parce que je voudrais le conseil humain. Donc, est-ce que la question, c'est pas plutôt, OK, il y aura un type de service pour une certaine catégorie de la population, un certain pouvoir d'achat, et un autre type de service plutôt humain pour les personnes qui pourront se le payer? J'espère que c'est pas vrai. Enfin, j'espère qu'on n'en arrive pas là, parce que ça voudrait dire en gros qu'on ne pourra voir le médecin que quand on a de l'argent, et puis sinon on aura la machine. Donc c'est là où je dis aussi réinventer notre système de santé de manière à ce que quelque part quand même que tout le monde puisse avoir accès un peu aux médecins, quels que soient nos moyens, et puis qu'on n'envoie pas les machines chez les pauvres et les médecins chez les... On a déjà un peu ça. Quand quelqu'un est assuré en privé, il va avoir... l'accouchement va se faire, j'imagine, avec le chirurgien expert, sinon on n'a que... etc. On a un peu ça. Mais si l'intelligence artificielle accentue ça, ce serait un peu triste.